selon le pays à l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, Temps Additionnel, Bola Latina ou bien Efrikia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site lucarneopposé.fr. Chers amis, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le coronavirus sévit encore et toujours, retardant les sorties de nos 10e et 11e numéros de Lucarne Opposé Magazine. Alors sachez néanmoins qu'une grande partie de ceux déjà parus sont disponibles en commande numérique, au moins sur notre site. Enfin, celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr de partager notre contenu. Émission de prestige, aujourd'hui la FC Corner reçoit 3 invités de marque, les frères Johan et Kevin Bolly ainsi que leur cousin Yannick, tous les 3 footballeurs professionnels et surtout, ce qui nous intéresse le plus, à Lucarne Opposé, véritable globe-trotter du ballon rond. Comment allez-vous messieurs ? Ouais, je vais commencer. Écoutez, pour ma part, nickel, je suis rentré de Thaïlande, ça fait plus de 1 mois et demi. Voilà, la situation dans le monde entier, bien entendu aussi en Thaïlande, commençait à être assez difficile. Et donc j'ai pu négocier avec mon président pour rentrer et rester auprès de ma famille. Moi je suis en Roumanie, c'est la même situation que partout en Europe. Donc on est là, on attend, on patiente. On attend que ça se calme un peu, en espérant pouvoir reprendre les entraînements incessamment sous peu. Mais voilà, on patiente. Pareil, ici, on n'a pas trop de confinement, mais on dit de rester à la maison. Voilà, pour notre part, il y a beaucoup de cas ici aussi, mais dès demain, on reprend les entraînements par groupe. Donc, voilà, il y a un peu mieux, on reprend le football, donc ça fait plaisir. Je ne serai bien sûr pas seul pour animer cette émission parce que, plus on est de fous, plus on rit, Jordan Bozonnet ainsi que le grand calife de Lucarne Opposé Nicolas Cougo seront également de la partie. Alors avant de se lancer dans le vif des sujets, car il y en aura bien plus d'un, permettez-moi messieurs de rappeler pourquoi vos carrières nous intéressent à Lucarne Opposé, bien tout simplement parce que par exemple vous, Yannick, vous êtes l'aîné, vous êtes né en 88, vous êtes passé par la Chine au Dalian Nifeng, mais aussi par la MLS avec les Colorado Rapids, ainsi que par la Thaïlande, votre club actuel, au Ratchaburi Mitre Phol, je m'excuse pour la prononciation. Quant à vous, Kevin, qui venez après, en termes d'âge, vous êtes né en 91 pour votre part, vous avez fait une grande partie de votre carrière en Roumanie, mais ensuite vous êtes parti également pour la Chine, au Guizhou Hengfeng, club auquel vous appartenez encore aujourd'hui, bien qu'il vous ait reprêté jusqu'en juin 2020 à Cluj. Et enfin, Johan, vous êtes né en 93, vous êtes le plus jeune, donc vous avez pas mal roulé votre bosse en Belgique avant, en janvier 2020, donc tout récemment, de partir pour le Qatar et Al Rayyan. Alors messieurs, commençons par le principal, la santé. Comment se passent vos confinements? Tiens, commençons par le plus jeune, comme à la galette des rois, le plus jeune. Johan, vous, comment se passe votre confinement? Voilà, on a le programme donné par le club qui permet de tenir en forme quand les reprises et voilà, pour ça, on reste à la maison tranquillement. Très bien. Et vous, Kevin, pour votre part, comment ça se passe? On n'a aucune nouvelle concernant la reprise d'entraînement ni de la compétition. Avec le club, on a avec les préparateurs physiques 3 fois par semaine, on a une petite session au stade, qu'on conseille. Donc ça nous permet de maintenir un certain rythme. Voilà, attendant la reprise d'entraînement. D'accord. Et terminons avec vous, Yannick, de votre côté, tout se passe bien? Voilà, je suis avec ma famille, mais j'ai un préparateur physique qui me suit en fait par visio 3 fois par semaine. Et c'est avec lui que je garde la forme.
Donc, j'essaye de plus ou moins m'entraîner, voilà, faire des exercices pour garder la forme et être prêt à reprendre la saison, parce que la saison devrait reprendre normalement en septembre. Donc voilà. Bien, les amis, nous sommes donc malheureusement tous bloqués dans nos petits chez nous, mais je vous propose de nous évader tous ensemble, en compagnie de Yannick, Kevin et Johan, donc pour un petit tour du monde lucarne opposée. Je vous propose de commencer, et là, la coïncidence par rapport à l'actualité est totalement fortuite, je le jure, par la Chine, pays que connaissent bien Yannick et Kevin. Yannick, vous êtes le premier à y être arrivé. Qu'est-ce qui vous a amené en Chine alors que vous sembliez vous faire une spécialité des championnats slaves, puisque vous êtes passé avant cela par la Bulgarie, l'Ukraine et la Russie? C'était une opportunité. En fait, juste quelques semaines avant que je signe en Chine, j'avais l'occasion de signer en fait à Dubaï, et ça s'était pas fait. Et donc le club avait vraiment envie que voilà, il voulait que beaucoup de départs de nombreux étrangers parce qu'ils avaient des problèmes financiers. Et donc là, c'était la meilleure solution pour moi de partir. Et voilà, j'ai eu cette opportunité. Et voilà, en Chine, ça s'est super bien passé. On est monté. Il y avait beaucoup d'émotions. Et voilà, je garde vraiment un beau souvenir de ce passage en Chine. Ouais, parce que la saison, elle s'est faite à Dalian. Elle était en Chinese League One, donc en deuxième division. Ouais. Elle s'est plutôt bien passée puisque Dalian finit champion. Si je me trompe pas, t'es co-meilleur buteur de l'équipe avec Mouchekwi, c'est ça? Ça a été difficile la Chinese League One. Ça a donné quoi au niveau de la découverte? Parce qu'on connaît un petit peu la Chinese Super League. J'avoue, la Chinese League One un peu moins. De ce que j'ai entendu avant même de signer, c'était que voilà, c'était plus ou moins le même niveau, sauf que bon après. Voilà, il y a certaines équipes qui ont moins d'argent, donc forcément moins de grandes stars. C'est ce qui fait la différence. Mais sinon, voilà, au niveau, c'est assez physique, il court beaucoup dans tous les sens. Donc il fallait s'habituer à ça. Et voilà, donc au début, c'était pas facile, mais j'ai beaucoup travaillé. Et puis bon, après, les qualités sont venues, et puis j'ai eu beaucoup de réussite. Et voilà, tout s'est bien passé. Ouais, la saison, elle a été bonne. Et malheureusement, ça a pas été. Ça a pas mal bougé, Dalian. C'est un club qui est connu pour faire aussi bouger les entraîneurs et tout. D'ailleurs, l'entraîneur champion, il a sauté juste après la montée. C'est ça en fait. Dès l'instant qu'ils sont montés, forcément, comme c'est un club qui avait beaucoup d'argent, ils ont voulu voilà, ramener la faveur qui a vu peut-être quelques années en avant. Et voilà, ils avaient décidé de tout changer. Donc voilà, c'était un choix du club, et voilà, on l'a respecté. Et puis on a laissé une bonne trace, c'est le plus important. Mais il n'y avait rien qui le préfigurait, en fait. Je veux dire, après la montée, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est le Wanda Group qui est revenu derrière, qui avait vendu ses parts de l'Atlético, qui a réinvesti dans le club qu'il possédait déjà autrefois. Et ça a beaucoup bougé. On en a beaucoup parlé dans les médias français, les grands médias en ont parlé, puisque Yannick Carrasco va arriver, Nico Gaëtan aussi. Mais toute l'équipe elle a été complètement chamboulée en quelques semaines, quoi. Et ça, vous, au niveau des joueurs, vous le sentiez venir ou pas du tout? Ça a été une surprise? En fait, on a eu des échos, mais c'est surtout à la reprise qu'on a su que voilà, il y aura un cheminement du club, et voilà, ils sont venus gentiment me faire savoir, et puis on a trouvé un terrain d'entente, et je suis parti, c'est tout. Et pas trop de regrets du coup de pas avoir découvert la Chinese Super League? Oui et non. Oui, dans le sens où voilà, j'avais fait une bonne saison, voilà, avec les gars, on s'était battu toute l'année pour justement espérer à jouer à ce niveau-là. Après, non, parce que voilà, c'est le football. Quand tu joues dans le football, tu sais que forcément des fois il y a des choix, et le choix c'était eux de ramener des stars, tout simplement. Il y en a un qui a pris sa revanche un petit peu sur Dalian, puisque ça aurait été l'occasion justement en Chinese Super League de jouer contre Kevin, qui lui est arrivé à Guizhou l'année suivante, là, 2018. Et
il a un petit peu vengé, puisque si je me trompe pas, le seul but marqué en Chinese Super League, c'est face à Dalian, justement, Kevin, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, je l'ai appelé, je lui ai dit, vas-y, Ah, il a bien fait, il s'est vengé direct, hein, parce qu'ils ont mis 3-0, si j'ai bonne mémoire, et voilà. Il était énervé, il était chaud. J'avais la rage. Ça s'est fait comment, Kevin, l'arrivée en Chine? Ça s'est décidé comment? En fait, moi, j'étais en vacances au Sénégal et j'avais un problème de téléphone. Et donc, en plus, en parlant de Bilal, c'est Bilal qui, quand je parle mon téléphone, il me dit, ouais, il y a le directeur sportif, il veut t'appeler, je sais pas pourquoi, il veut chercher à t'avoir. Donc, il passe le numéro, Bilal, j'appelle le directeur sportif, il me dit, le coach va partir en Chine et il te veut dans son équipe. Donc, de ce fait-là, moi, j'appelle le coach, il me dit que voilà, il part en Chine et que voilà, si ça m'intéressait, que je puisse le suivre. Donc, moi, j'étais en vacances au Sénégal et je me suis dit, ok, d'accord, la Chine. J'ai fait la Roumanie, j'avais fait 3 ans en Roumanie, 2 ans. Donc, je me suis dit que, ok, c'est une étape supplémentaire pour moi. Donc, on a décidé ensemble avec ma famille que je parte en Chine. En plus, c'était un beau défi parce que l'équipe était dernière. Mais le coach m'avait dit qu'avec beaucoup de travail, on avait la possibilité de se maintenir. Et je pense que si si le coach était venu 2-3 journées pardon, 2-3 journées avant, je pense qu'on aurait pu se sauver, mais malheureusement, on n'a pas réussi à faire l'export. Et voilà, c'était une belle expérience, comme Yannick a dit. Hein. Donc, la Chine, j'ai découvert une autre culture, une autre mentalité. Franchement, ils aiment le football. Ils aiment le football parce qu'ils se donnent les moyens d'avoir de grands projets. Après, il faut du temps, parce que voilà, ils essaient d'amener des stars, beaucoup de stars, avec des gros moyens. Maintenant, pour que ça prenne encore plus, ça va prendre un peu de temps, mais je pense que d'ici quelques années, la Chine, en termes de compétitivité, ça sera encore mieux que maintenant. Oui, culturellement, c'est vrai que c'est une question intéressante. Nous, on a vu sur les réseaux sociaux, notamment récemment sous un tweet qui parlait de la construction d'un grand stade en Chine. Nous avons pu constater que les remarques sont toujours affligeantes en ce qui concerne des raccourcis sur ce qui serait un non-attrait des Chinois pour le football. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les Chinois, culturellement, se mettent vraiment à aimer le football? Ça commence petit à petit. Après, par exemple, un club comme Guangzhou Evergrande, ils ont un stade de peut-être 50 000 places, et 50 000 places sont tout le temps remplies. Donc, eux qui passent un stade de 100 000 places, c'est pas étonnant, parce qu'ils doivent le remplir facilement. Et ça reste un grand club là-bas en Chine. Et comme je vous dis, petit à petit, les Chinois, ils commencent à aller au stade, petit à petit, l'engouement prend place. Donc, ils ont pour projet d'organiser la Coupe du Monde 2030, je crois. Donc, ils ont de grandes chances de l'avoir. Et je pense qu'avec cette Coupe du Monde, vous allez voir que les Chinois, en termes de football, ils seront présents. Ouais, parce qu'on voit que ça évolue même au niveau du jeu et au niveau des tribunes. C'est pareil, Yannick, en Chinese League One, on sentait qu'il y avait, je vais pas dire une culture foot, mais un engouement foot qui progressait en Chine. Ah ouais, mais clairement, à chaque déplacement, quand on arrivait à l'aéroport, il y avait tous les fans qui nous attendaient pour nous accueillir, pour nous féliciter. Voilà, on sentait vraiment que toute la ville était concernée derrière le club. Donc, ce que dit Kevin, je suis totalement d'accord. Et voilà, moi, en tout cas, c'est pareil. Je vois vraiment un engouement et je vois vraiment une progression à long terme de ce pays dans les prochaines années. Tu l'as dit hein, tout à l'heure, Simon, Kevin, il est encore sous contrat avec Guizhou. Il y a l'envie de revenir en Chine ou ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le fameux entraîneur, c'est Dan Petrescu, qui t'a fait revenir à Cluj aussi. Donc tu es quand même assez proche de ce coach-là. Du coup, ça pourrait être quoi l'avenir pour Kevin Boly? Là, je suis prêté jusqu'au mois de juin. Après, j'ai encore 6 mois de contrat en Chine. La Chine, le chemin n'a pas encore repris. Donc, vraiment, là, c'est une interrogation. Je ne peux pas vous répondre tout ce qui est pas la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout. D'accord. Alors sur le chat, Sébastien Lucas, qui est un fin connaisseur de la Chine et du football chinois et qui, on ne va pas le cacher, écrit sur Lucarne Opposée, voulait vous demander comment était la vie sur place à Guiyang. C'est pas Dalian, Yannick qui me disait, Dalian, il en parlera mieux que moi, mais
Lyon, c'est pas une ville très, très, très internationale, c'est plutôt une ville un peu reculée, qui est en développement. Donc la ville, là, c'est pour se reposer, c'est plutôt calme. C'est une ville calme, c'est calme. Et c'est pas une ville internationale comme Guangzhou, ou Shanghai, Pékin, ou même Dalian. Et du coup, dans une ville comme Guiyang, donc une ville de province, comme tu le décris, pour la Chine, une région du coup manifestement encore en développement, il y a beaucoup d'animations autour du club, autour du football. En fait, c'était la deuxième année du club en première division. Donc oui, ça commençait. Après, là, je sais que voilà, on était fermé avec une part par rapport à notre suivant, il y avait quand même 10-15 000 spectateurs. Donc, il y avait quand même des gens qui étaient là, qui nous supportaient, et on a essayé de porter les couleurs du club le plus possible. Malheureusement, on n'a pas réussi. Guiyang, c'est vraiment reculé, loin des grands centres. On peut parler de Dalian avec Yannick, qui est voilà, une ville un petit peu plus. C'est une ville portuaire, hein, si j'ai bonne mémoire. Elle est dans le golfe de Corée. C'est beaucoup plus animé, j'imagine. La vie est bien différente à Dalian, hein, surtout que ça se développe pas mal, hein, quand même. Ouais, c'est une grosse ville. Voilà, il y a des centres commerciaux. On se croirait vraiment dans, je dirais pas dans la capitale, mais voilà, c'est tellement grand que des fois on se dirait, voilà, on serait à New York, dans des villes comme ça, quoi. C'est très développé, il y a plein de choses à faire, donc ouais, de ce côté-là, j'étais pas trop perdu, euh, j'avais mes repères, tout simplement, donc c'était agréable. Très bien, allez. Quittons l'Empire du Milieu, même s'il est vaste et qu'on pourrait en parler encore longtemps, et gardons à peu près la même longitude, mais changeons de latitude, et partons en Thaïlande, pour Ratchaburi plus exactement, où Yannick a posé ses valises depuis 2019. En matière de football, la Thaïlande c'est en soi une destination peu commune hein, pour un Européen, quoique, bon, de moins en moins, mais bon, voilà. Mais ici, elle est encore moins commune, j'ai l'impression, parce qu'il ne s'agit même pas de Bangkok. Yannick, c'est comment Ratchaburi ? Ratchaburi, bon, c'est une petite ville qui est à 1h30 de Bangkok. C'est, on va dire, donc c'est pas un village, mais voilà, c'est une petite ville où en fait on vient pour se reposer. Voilà, c'est comme la campagne un petit peu en France, quoi. Ce serait là où j'habite par exemple. Donc c'est vraiment une ville assez calme pour se reposer. En général, les Thaïlandais, quand ils viennent à Ratchaburi, c'est pour visiter, pour admirer on va dire, le paysage, voilà, tout simplement. Et justement, Yannick, comment t'as atterri en Thaïlande début 2019? Comment ça s'est passé étant donné que tu venais de Colorado? En fait, j'étais aux États-Unis, mon contrat s'était terminé, j'étais en discussion actuelle pour prolonger. Après, il y avait des choses qui s'étaient passées là-bas que voilà, j'avais refusé de carrément rester, quoi. Donc, je voulais vraiment changer et voir autre chose. Et puis, la Thaïlande. Et en fait, le président, le directeur sportif ont eu mon numéro de téléphone. Ils ont pas cessé de m'appeler, de me dire de venir, ils m'ont expliqué comment c'était le pays, comment c'était le football dans le pays. Et ils m'ont convaincu. Donc j'en ai parlé avec ma famille et puis j'ai dit de toute façon, j'étais en Chine. Les différentes cultures, bon, c'est des pays différents, mais voilà, je pense que je ne serais pas trop perdu aussi. Donc ça m'a pas fait peur, quoi. Donc j'ai décidé d'aller là-bas et je ne regrette pas aujourd'hui. Et comment s'est passée ton intégration dans ce nouveau pays? Est-ce que Steven Langille t'a aidé, étant donné qu'il était là-bas depuis déjà une année, il me semble? Exactement, en fait, Steven, je crois qu'il venait de signer, ça faisait peut-être 6 mois. Du coup, il m'a un peu briefé un peu comme sur le club. Et puis quand je suis arrivé, il m'a pris en main et puis voilà, il s'est occupé de moi. Il m'a montré les endroits où manger. Voilà, il faut savoir que quand on voyage comme ça, Johan ou Kevin le savent, des fois on se retrouve tout seul et c'est assez perturbant. Et du coup, d'avoir quelqu'un de familier qu'on connaît déjà, c'est plus facile.
Et qu'est-ce que tu penses de la gastronomie thaïlandaise? Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. En plus, c'est pas cher. On peut manger à n'importe quelle heure. Je veux dire, voilà, faut faire attention. Faut vraiment faire attention parce que tu peux prendre du poids facilement. Tu peux sortir juste, tu sais, 2 minutes de chez toi, tu sais que tu as des stands pour manger. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire et surtout à manger, quoi. Donc, ça, c'est un gros point qui a penché. Donc le club dans lequel tu as signé, il est tout jeune, donc il a 16 ans, il a été créé en 2004. Est-ce que ça se ressent, je sais pas, au niveau des infrastructures, dans la manière dont le club est dirigé? En fait, non, parce que en fait, celui qui a créé ça, c'est le président. En fait, il a fait son stade, il a fait son club, tout simplement. Et les installations sont juste pour la Thaïlande, en tout cas, super. On est dans de bonnes conditions. Le stade aussi, il est tout neuf. Voilà, les pierres, la qualité de la pelouse, elle est nickel. Et voilà, après, c'est sûr que au niveau de la gestion, il y a certaines choses qui sont peut-être encore en retard par rapport à certains pays je sais pas, en Europe ou voilà, peut-être en Chine. Mais voilà, il se développe super rapidement et on sait que d'ici très peu de temps, en tout cas, voilà, de ce côté-là, ce sera calé. Le stade dans lequel tu joues, il est rempli, il fait à peu près 10 000 places. Bah, c'est ça. Ouais, c'est un petit stade après. Donc, mais voilà, aujourd'hui, ils ont fait un effort parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles arrivées. Et du coup, il y a eu un engouement derrière le club et de plus en plus, bah, les matchs sont full, quoi, sont blindés, quoi. Et en plus, avec les bons résultats qu'on a fait au début de saison, c'est ce qui fait que ça ramène, voilà, ça ramène vraiment de l'engouement, de la ferveur derrière le club. Très bien, Jordan. Alors, je te coupe un instant, hein. Il faut laisser de la place à nos auditeurs. Sur le chat YouTube, justement, je vois une question de Monsieur Ness. Ness, monsieur, je ne sais pas, mais je pense savoir qui se cache sous ce pseudo, qui demande tout simplement quelles sont les similitudes, les différences qu'il existerait entre le fait de jouer, de s'entraîner pour un club chinois et un club thaïlandais. Les similitudes, bah, c'est qu'on s'entraîne tout simplement les après-midi. Ça changeait pas quand j'étais en Russie. Et les différences, c'est la température. La température, il n'y a rien à voir, quoi. Le côté en Russie, c'était des fois du moins 10, moins 15. Et en Thaïlande, par contre, c'est du 40 degrés à l'ombre, quoi. Donc, ça, voilà, c'est une grosse différence, clairement. Comment ça se passe au niveau de l'humidité, de la chaleur en Thaïlande? Voilà, ça frappe. Je me rappelle la première fois d'ailleurs que j'avais atterri en fait à Bangkok en Thaïlande. C'était vraiment l'humidité, la chaleur pesante qui m'avait frappé, quoi. Et du coup, les premiers entraînements, c'était très très dur. J'avais toujours une bouteille d'eau juste à côté, le long du terrain, parce que voilà, c'était chaud. Mais Steven Jean-Gilles, lui, déjà d'origine française, mais martiniquaise, il avait plus de facilité. Il me disait, oh, t'inquiète, mais il m'avait bien blagué. Est-ce que tu te souviens de ton premier match? C'était en février 2019 contre le Trat FC. Bien sûr, ouais, j'avais marqué un hat-trick, c'est ça? Ouais. Ouais. Premier match, hat-trick. Ouais, c'était cool. C'était, voilà, comme Johan, il est attaquant, hein, quand tu commences ton premier match, en plus, si tu marques, c'est bien, mais avec un trick, c'est sûr que ça te met dans de bonnes dispositions pour la suite et surtout une grande confiance. On a commencé à scander ton nom dans les tribunes, non? Ouais, mais tu connais, hein, le foot, si tu marques pas après le prochain match, ça y est, c'est fini. Hein. Justement, on parlait à l'instant d'Yannick de la Thaïlande qui se développe. Il y a un autre pays qui essaye de se développer et qui va encore plus vite, on va dire, parce que la Thaïlande, ça fait des années. Une petite anecdote sur la Thaïlande, j'avais discuté avec Sylvain Hidangar, peut-être que vous le connaissez tous les trois, qui était passé par la Thaïlande et qui déjà, il y a 8-9 ans, était assez impressionné par voilà, l'espèce d'engouement qu'il y avait sur la qualité des installations et autres. Et donc il y a un pays qui se développe, c'est le Qatar, c'est là où tu viens d'arriver, Johan.
La question pour démarrer, hein, la même qu'aux autres, comment t'as atterri au Qatar justement? Voilà, il y a eu beaucoup de temps de négociations à la base. Bon, c'était pas vraiment trop mon choix. Je suis consacré beaucoup de temps, beaucoup de semaines avant de changer au Qatar. J'avais beaucoup d'heures, il restait 6 mois dans mon club. Et voilà, arrivé à un moment donné où on a trouvé un accord avec Al Rayyan et voilà, j'ai décidé de venir au Qatar avec l'aide de ma famille. J'avais des clubs du top en Belgique voilà, qui me proposaient des bonnes choses. Il y avait aussi, normalement, voilà, j'ai signé à Beşiktaş. Mais au final, voilà, j'ai trouvé un accord avec Al Rayyan et voilà, j'ai décidé de venir. Il y a une question dans le chat par rapport à ça. Il y a Adramelek qui justement évoque comme quoi tu aurais été en contact avec Anderlecht. C'est vrai ou Ouais, c'est vrai. Hein. Mais moi, voilà, je vais plus le cacher. J'avais des contacts très avancés avec Anderlecht. Aujourd'hui, voilà, je suis content de ça. Quelles sont tes impressions du Qatar, du championnat, de ta vie là-bas, Johan? Comme tu as dit, c'est très développé ici. Je ne sais pas ce qui manque. Peut-être des spectateurs dans les stades. Mis à part ça, on a les enlève pour être dans de bonnes conditions. Donc, voilà, c'est vraiment top. on sent qu'on est en mode Coupe du Monde au Qatar en ce moment? On sent que parce elle approche très très fortement. Là. Il y a plein de travaux dans la ville. Ils font des choses exceptionnelles pour le monde. Les stades qui sont testés déjà. Comme mon stade, le stade de mon club qui va se destiner, je pense. Il va être travaux pour finir. Et voilà, il va être tout en Coupe du Monde aussi. Donc, c'est incroyable. Et qu'est-ce que tu penses du niveau des Qataris? Est-ce que tu as été impressionné par leur niveau ou pas du tout? Impressionné, non. Voilà, c'est un très bon niveau, c'est physique. C'est plutôt physique. On va dire c'est moins tactique que l'Europe, mais voilà, il faut être prêt dans les duels parce que voilà, ils mettent les pieds et sinon voilà, c'est un très bon niveau. C'est un très bon niveau, faut être prêt. Si t'es pas bien physiquement, bah voilà, je pense que ça va être très dur pour toi, donc faut toujours prêt pour répondre présent le week-end. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient nous étonner à la Coupe du Monde 2022? Moi, de gens à la Coupe d'Asie quand ils ont gagné, c'était vraiment très très fort. Tu vois l'équipe qui a gagné la Coupe d'Asie, des gens qu'on ne connaît pas trop, mais qui ont vraiment beaucoup de qualité. C'est qu'ils ont en Ligue nationale, ils aussi, dans l'équipe de Al-Sadd, du même équipe. C'est vraiment des très bons joueurs. Pour tes débuts, 5 matchs, 3 buts. Et est-ce que tu es satisfait? C'est sûr, comme Yannick l'a dit, quand tu commences par arriver dans un club par marquer directement, ça te met en confiance directement. Et voilà, j'ai pu m'adapter très vite. Et voilà, je pense que comme ça, t'as directement la confiance de tes coéquipiers qui te mettent à l'aise directement. Donc, arriver en marquant comme ça fait super bien. Est-ce que ça parle du titre dans les vestiaires? Parce qu'on le rappelle, vous êtes deuxième à 4 points de retard sur Al Douail et il reste 5 matchs. Ouais, bien sûr, on est proche du titre. Voilà, ça parle du titre, voilà, mais voilà, on se concentre, comme j'ai dit, match par match. En fait, à la fin de saison, on fera les pertes, mais voilà, c'est très bien de pourquoi pas remporter le titre, hein, qui nous permettrait d'aller directement en Coupe du Monde des clubs. Très bien. Yoann, une autre question sur le chat, très précisément pour vous, puisqu'il s'agit d'une question sur le football qatari, des quelques matchs que vous avez déjà joués là-bas. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont marqué? Mais alors je précise, des joueurs non européens. Non européens ou non venus d'Europe. Un joueur que j'ai trouvé vraiment fort, je pense que c'est dans mon équipe, Yassine Brahimi. Voilà, on connaissait, tout le monde le connaît déjà, on le connaît de l'Europe, de Porto, de l'Algérie. D'accord, mais alors je reprécise la question précisée.
des joueurs non venus d'Europe, non européens, pas sud-américains, voilà, qui ne sont pas passés par l'Europe. Euh, j'ai mon capitaine, Tabata. Tabata, il a joué en Europe aussi, hein, mais il a 39 ans aujourd'hui. Et vraiment, c'est un joueur qui est exceptionnel. Pour partout, il court le plus dans le match. Il a vraiment une technique hors du commun et c'est vraiment un top joueur pour notre équipe qui prend le championnat. Le vrai capitaine qui donne l'exemple. Voilà, exactement. Il faut quand même rappeler, enfin préciser que il y a quand même du très lourd dans l'équipe de Johan, dans d'autres équipes aussi, parce que ils sont deuxièmes actuellement, ils sont quand même devant le Al-Sadd de Xavi, pas négligeable quand même, mais il y a quand même de sacrés joueurs dans l'équipe. Il y a du vainqueur de la Libertadores avec Mercado, il y a des vainqueurs de la Ligue des champions asiatiques avec Francom, etc. Enfin, il y a du monde, il y a du beau monde quand même dans la Qatar Super League, Star League. Pardon. Ouais, c'est sûr, il est très costaud quand tu vas jouer contre les équipes, on va dire, du bas de classement. On va dire, c'est les matchs même les plus durs. C'est vraiment des matchs costauds. Si t'es pas bien prêt pour jouer ces matchs-là, ça va être très difficile. Et vraiment, c'est agréable de jouer tout le week-end. Juste la seule chose qui manque, c'est les spectateurs dans le stade. Bien. Alors quittons maintenant l'Asie, que l'on a déjà bien parcouru, je crois, pour le continent américain et la pimpante Major League Soccer qui, c'est mon avis, devient de moins en moins exotique au fil des ans. Et je parle même pas des supporters de l'Impact de Montréal, pour les francophones. Yannick, vous y avez fait escale en 2018 au sein d'une des franchises doyennes de la MLS, le Colorado Rapids de Denver. C'est presque mainstream maintenant de compter un passage en MLS, non ? Ouais, on peut le dire. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une superbe expérience. Je crois même que c'est la meilleure expérience que j'ai eue en termes football et vie. C'était voilà, un côté avec ma femme, mes enfants, voilà, ils étaient super bien. C'était en parler général. Euh, Lorsque j'étais même en Russie ou par exemple en Chine. Euh, Au niveau pour communiquer, c'était assez compliqué. Mais là, aux États-Unis, voilà, ça se rapproche de l'Europe et du coup, il y a plein de similitudes. Et, donc, c'était vraiment super fort. Et après, footballistiquement, on sait tous, voilà, c'est du show, c'est un monument, il y a pas mal de nouvelles stars qui arrivent. Quand j'y étais, c'était un match qui est arrivé, qui avait choqué la Ligue avec 3 buts. Donc voilà, c'était vraiment un truc, voilà, une expérience que je vais rêver. Alors messieurs, terminons notre voyage par un retour aux racines, les vôtres, puisque vous êtes tous les trois internationaux ivoiriens, en espoir pour Yannick, U20 pour Kevin et en A pour Johan. Johan, tu es toutefois donc le seul à compter une sélection avec l'équipe Fagnon. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, puis même pour vous, cette première convocation avec les éléphants ? Une grande fierté et j'ai même été surpris la première fois que j'ai été appelé. Je ne l'attendais vraiment pas et voilà, quand c'est ça, même, je ne croyais pas du tout. Quand j'ai reçu la convocation, c'était marqué YOAN. Moi, ça avait été un A. Même là, j'avais des doutes tant que voilà, on ne confirmait pas. Et après, voilà, le team manager m'a appelé et le coach voilà, m'ont appelé pour me dire que j'étais dans la sélection. Voilà, je suis très content, très heureux pour moi, pour toute ma famille. Et voilà, beaucoup de fierté aussi. Donc Johan, tu étais dans les 27 présélectionnés pour la CAN 2019, mais tu n'as pas été retenu dans les 23. Est-ce que tu as eu des explications du sélectionneur ou comment ça s'est passé? Bon, en fait, voilà, toute l'année, j'ai pas été appelé. Pourtant, j'ai fait ma meilleure saison que j'avais faite. Je n'avais pas été appelé. Voilà, j'étais vraiment déçu. Et j'ai fini par avoir une blessure, une lombalgie. Et donc, on m'a dit de prendre du repos, tout ça. Donc, je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances en étant un peu blessé. J'ai fait une petite semaine pour
essayer de me reposer après pour reprendre mes soins. Et tranquillement, premier jour, j'arrive. Je reçois beaucoup d'appels, moi, parce que j'étais à la mer. Au final, ma copine reçoit un appel de mon père et me dit que c'est assez urgent. Je réponds. Elle me dit que voilà, je suis dans la liste pour la CAN, dans le 27. Moi, je suis surpris parce que je suis blessé et je suis pris convocation. C'est un problème avec le club. Mon club n'a pas reçu la convocation où ils ont oublié de m'envoyer. Donc voilà, j'ai eu le petit manager qui m'a annoncé que 2 jours après, je devais être rassemblement, alors que j'étais encore un peu blessé. Donc je me suis dit quoi, j'y vais, je suis blessé directement. Je me suis dit bon, je vais aller voir, faire des soins là-bas et essayer de voir si je peux essayer de tenter ma chance. Au final, je leur dis que j'ai un peu de pubalgie. On fait des entraînements, c'était un peu dur, on faisait une préparation, c'était un peu dur, on me demandait d'accélérer alors que je ne pouvais pas trop. Donc voilà, j'ai eu une discussion avec le coach, il m'a demandé si ça allait aller, ça allait être difficile quand même. Donc on a fait le match contre le Comore, on a vu que c'était difficile, je ne pouvais pas accélérer, je ne pouvais pas être moi-même, quoi. Et donc voilà, le coach m'a dit que voilà, c'était mieux pour moi et lui que je ne vais pas rappeler les mêmes fois parce que ça allait être compliqué pour lui, parce qu'il avait la besoin de moi dans un match et que je ne puisse pas aider l'équipe. Donc c'est ça la décision de faire en sorte que je reste ici. Est-ce que tu penses qu'avoir signé dans un club comme Al Rayyan pourrait t'aider à être appelé plus régulièrement? Est-ce que tu penses que ça serait un tremplin? Je ne sais pas, il y a eu un nouveau coach, qui est venu, Patrick Combet. J'ai eu au téléphone, on nous a fait comprendre que je sois au Qatar ou peu importe où je sois, voilà, il fallait avoir des stages, il fallait être performant. De là, je ne regardais pas où jouer, mais toutes les stats pour être plus méritant et être appelé en sélection. Yannick, Oui, toi, tu avais fait le tournoi de Toulon à l'époque. Je crois que Nico a une bonne anecdote dessus. Ah bah il a joué contre la France de Brahimi, hein, justement. Il a croisé Brahimi à cette époque-là, Yannick, si je me trompe pas trop. Ouais, c'est ça. Il a rencontré Yacine Brahimi qui à l'époque était en 20 français, qui maintenant est avec Duval. Yannick, tu as gagné le tournoi Maurice Révélo en 2010. Quel souvenir tu as de cette compétition? Ouais, je me souviens, avec la sélection, c'est toujours spécial. Donc c'est clair que j'imagine ce que Yoann a pu vivre à grande échelle. Ouais, on a gagné en plus. C'était, je crois, la première édition pour la Côte d'Ivoire dans ce tournoi-là. Et de la gagner, c'était juste exceptionnel. C'était en plus, voilà, le groupe était composé de joueurs qui, voilà, avaient pour but aussi, tu sais, de se faire voir au plus haut niveau. Et donc, du coup, voilà, avec cette victoire-là dans ce tournoi, si prestigieux, parce que voilà, de grands jours sont passés, il y a eu beaucoup d'émotions et je me rappellerai toute ma vie et c'était comme si c'était hier. Voilà, il y a eu des pleurs, voilà, de la joie, c'était vraiment, vraiment fort, quoi. Ouais, il peut tu Les chants, ils sont chantés les chants dans les bus et tout, donc voilà, c'était magnifique. Ouais, tu parlais de grands joueurs. Kevin, t'as joué l'année d'après, en 2011, hein, je crois, c'est ça, le tournoi de Toulon. Ah, en 2011. Et t'as croisé une Colombie avec du très très lourd. Il y avait du Rames et compagnie là. Rames qui jouait déjà en professionnel, je pense, Porto. Ouais, vraiment qui avait une maturité dans son jeu, donc c'est pas étonnant qu'il arrive ce qu'il est maintenant. T'en gardes quoi comme souvenir, toi, du tournoi Voilà. Voilà, on a touché le corps. C'est bien parce qu'il y a une fierté de notre pays, surtout que quand Yannick l'a dit l'année d'avant, il avait gagné, donc on a mis une pression. Et au final, c'était un flop complet. Voilà, flop. On a gagné un match. C'est un beau souvenir, mais politiquement, c'était pas un beau souvenir.
Yannick avait mis la pression. Ah, ils avaient dû avoir trop. Ils avaient dû avoir trop. Voilà, c'était un coup de chance. Voilà. Parce que la génération d'Yannick, ils avaient gagné, mais ils avaient été vraiment. C'était pas de la chance, c'était vraiment. Ils avaient fait des très bons matchs. Je me rappelle très bien, parce que je suivais Yannick quand il était en sélection. Et ils avaient vraiment très très bien joué. Donc, je pense que c'était vraiment une fierté que la génération d'Yannick l'avait gagné dans tout. C'est quand même un grand tournoi quand même pour les jeunes. Après, Kevin, vous n'avez pas terminé dernier non plus. C'est quand même bien. Si, on a terminé dernier, parce qu'on n'avait pas gagné un match de poule. La Chine avait fait pire que vous, donc vous avez terminé 7ème, la Chine 8ème. Il y avait aussi, comme il y avait Davide Santon, je sais pas si ça vous parle. Ouais, l'italien. Oui. Aussi, qui jouait du repos, je pense. Lui aussi, il était très très bon. Il y avait aussi l'attaquant qui a joué à Rennes, Nelson Oliveira, je sais pas si ça vous parle. Ouais. Aussi, à l'époque, c'était des très 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 bons joueurs. Enfin, c'est toujours des bons joueurs, mais à l'époque, les jeunes, génération 91, on entendait parler d'eux dans ces pays-là. Eh bien messieurs, les amis, chers amis, je pense qu'on a fait un magnifique tour du globe du monde du football avec vous. On a bien parlé football mondial, c'est ce qui nous intéresse à Lucarne Opposé. Merci infiniment à vous trois, Yannick, Kevin et Johan, pour avoir échangé avec nous. Merci également bien évidemment à Jordan et Nico pour cette émission. Et j'en profite du coup maintenant pour vous remercier tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, quant à nous tous d'ailleurs, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis.